Chers amis auditeurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Oragé, la radio du Terre-Terre Lorrain, François-Xavier Consoli, votre serviteur. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui compte et qui va compter de plus en plus dans l'actualité. Et c'est certainement un sujet qui sera abordé dans la prochaine présidentielle. On va en parler avec notre invité puisqu'il s'agit de Paul Sugy. Bonjour monsieur. Bonjour François-Xavier. Alors, cher Paul Sugy, vous êtes auteur, vous êtes également journaliste au Figaro et vous avez commis Au péché un livre assez bourrin, hein, si je puis dire, mais très intelligent. De toute façon, si vous étiez bête, vous ne seriez pas à nos micros. En tout cas, c'est un livre qui mérite véritablement qu'on s'y intéresse. Il s'agit de L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes. Alors là, vous vous attaquez en plus à un groupe assez virulent, à des gens qui savent se défendre. On va en parler. Première question, on va poser un petit peu les bases de ce que c'est que cet antispécisme, cette philosophie, cette cause, ce courant politique, cette vision du monde. On va essayer de défricher tout ça. Tout d'abord, comme vous avez étudié le sujet, qu'est-ce que c'est que l'antispécisme ? Alors, j'espère surtout pas que je vous ai donné l'impression d'être bourrin, parce que au contraire, je pense que c'est un sujet qui mérite énormément de subtilité, parce que en fait, l'antispécisme est là. Aujourd'hui, la conséquence quand même de choses qui se passent dans le monde de l'élevage, dans le monde de l'agrobusiness, qui posent question, qui sont liées à des pratiques, la façon dont on traite les animaux dans un certain nombre de fermes-usines, qui prennent des proportions immenses et qui, je crois, vraiment déshumanisent et désincarnent notre rapport à l'animal. La façon dont on traite ces animaux pose vraiment question. Donc, au contraire, moi j'ai essayé vraiment d'aborder le sujet en essayant de faire des distinctions précises entre ce qui est de l'ordre du bien-être animal, donc la défense du bien-être animal et en fait la défense d'un certain nombre de devoirs pour les humains à l'égard des animaux, et ce qu'est la pensée antispéciste, que je distingue et que je mets complètement à part de la lutte pour le bien-être animal, et qui est un discours qui, lui, au contraire, vise à promouvoir l'égalité des droits entre les humains et les animaux, si ce n'est l'égalité des droits, en tout cas au moins une égalité de considération, c'est-à-dire l'antispécisme considère que on a le devoir de prendre en compte les intérêts des animaux à égalité avec ceux des humains. Alors ça ne donne pas toujours les mêmes droits, mais ça donne par exemple un droit identique à ne pas souffrir, à ne pas être tué, à ne pas être exploité par l'homme. L'antispécisme peut être détaillé en deux mots d'où vient le concept, hein, c'est que comme on aurait des discriminations sexistes ou racistes dans une société, eh bien, certains militants de la cause animale définissent des discriminations spécistes, c'est-à-dire fondées sur le critère de l'espèce. Autrement dit, si vous considérez qu'un cochon, une vache, un mouton, un moustique ou un moustique à la limite, a moins de droits que vous, compte tenu de son intégrité physique, si vous considérez que il est légitime par exemple de lui faire du mal ou de le tuer, eh bien c'est du spécisme, c'est-à-dire que vous considérez que tout animal n'appartenant pas à l'espèce humaine a une vie moins digne que au contraire les humains. Si les femelles piquent, c'est pour une raison. C'est parce qu'elles cherchent dans le sang de leurs victimes des protéines pour nourrir leurs œufs en développement et donc leurs bébés. Ah, ça devient encore plus embarrassant pour un antispéciste, parce qu'il se rend compte là que lorsqu'il est guetté ou attaqué la nuit par un moustique, il a en fait affaire à une mère, qui essaie de remplir son rôle de future mère. Donc, ce moustique qui nous agace parce qu'il nous tourne autour en nous menaçant de son bzzz incessant, est en fait une dame qui risque sa vie pour ses enfants en devenir et qu'elle n'a pas le choix. Aïe aïe aïe. Donc, l'antispécisme, c'est un terme que je critique aussi parce que si on n'est pas antispéciste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est spéciste. Je ne sais pas si vous, François-Xavier, vous vous définissez comme spéciste. Moi, pas spécialement. C'est-à-dire que je prône au contraire l'idée que l'humanité, le genre humain est détenteur d'une dignité sacrée, à part du monde animal, mais pour autant je ne fais pas une défense d'intérêts catégoriels, ceux de mon espèce, justement parce que le propre de l'humanité c'est de n'être pas seulement une espèce animale. Évidemment les humains appartiennent à une espèce que l'on peut faire figurer sur la classification linéenne des espèces, etc. Mais nous ne sommes pas seulement une espèce biologique, nous sommes aussi une communauté d'appartenance, une fraternité même, rassemblés par des valeurs et par justement la croyance
dans le fait que nous avons une vie digne, une vie qui, au fond, vaut mieux que n'importe quelle autre vie animale. Alors, puisque vous avez bien étudié le sujet, et bon, les auditeurs auront compris, c'est un peu le style sur Radio Lorraine Enragée, on aime bien envoyer des petites blagues parce que l'ambiance est détendue. Vous citez Donna Haraway qui définit l'antispécisme comme: l'antispécisme propose d'abolir cette distinction en établissant que la nature et la culture doivent être de nouveau réunies et qu'il faut se départir de tout le surplus que notre culture ajoute à la nature et qui ne sert qu'à l'enrégimenter aux intérêts humains. Alors, on peut penser, puisque c'est, en tout cas c'est comme ça, vous nous l'avez bien expliqué, mais c'est aussi comme ça qu'on nous présente dans les médias, que cet antispécisme est une nouvelle morale qui a introduit une nouvelle place pour l'animal dans la façon dont on le perçoit, et donc également une nouvelle place pour l'homme. Oui, alors c'est exactement ça. L'antispécisme, c'est d'abord, et vous l'avez très bien dit, c'est d'abord une nouvelle morale. Et c'est même comme ça que ça se présente, parce que le premier grand prophète de l'antispécisme, si j'ose dire, c'est Peter Singer. Peter Singer, c'est un universitaire australien qui a enseigné aux États-Unis et qui était un philosophe éthicien, c'est-à-dire spécialiste de philosophie morale. Et qui s'appuie d'ailleurs sur une conception morale assez libérale, inspirée en quelque sorte des principes de l'économie, mais appliquée au champ de la morale, c'est l'utilitarisme. L'utilitarisme, pour le rappeler à nos auditeurs, c'est la pensée selon laquelle une action est bonne si elle maximise les utilités de tout le monde, c'est-à-dire si elle augmente le bien ou le bien-être collectif. Je dis bien ou le bien-être parce que précisément les utilitaristes confondent l'un et l'autre. Pour eux, le bien s'identifie au bien-être de chacun des agents. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec la cause animale ? Eh bien, en fait, il est très simple. L'antispécisme considère donc que chaque animal ayant la capacité sensible et étant capable de ressentir la douleur a un intérêt à ne pas souffrir. C'est-à-dire que pour augmenter son bien-être, il faut justement se garder de lui infliger des souffrances. Si vous définissez la morale comme étant la recherche d'une maximisation du bien-être, alors dès lors que vous allez affecter le bien-être d'un animal sensible, vous allez le diminuer. Et donc la pensée utilitariste, notamment telle qu'elle est définie par le philosophe anglais Jeremy Bentham qui écrivait là-dessus au 19e siècle, la pensée utilitariste considère que donc il est important de réduire au plus possible la souffrance des animaux pour maximiser le bien-être collectif à l'échelle du cosmos. Partant de là, Peter Singer, qui reprend ses travaux dans un livre célèbre qu'il publie en 1975 et qui s'appelle La libération animale, Peter Singer donc définit comme un crime moral le fait d'infliger des souffrances à des animaux gratuitement, c'est-à-dire inutilement. Et donc partant de là, il va évidemment contester la légitimité bien sûr de l'élevage ou de la chasse, mais aussi de la recherche pharmaceutique sur les animaux par exemple, puisque vous savez bien sûr qu'on utilise des cobayes pour faire des recherches sur un certain nombre de vaccins ou de médicaments. Bon, et donc l'antispécisme c'est vraiment ça, c'est une évolution de la morale, c'est une nouvelle doctrine morale qui définit comme injuste, donc répréhensible et foncièrement mauvais les souffrances imposées aux animaux pour notre plaisir, que ce soit pour consommer de la viande, des produits textiles, que ce soit avec la fourrure, la laine, le cuir, ou pour même simplement récupérer, c'est-à-dire instrumentaliser ou s'approprier un travail produit par l'animal, que ça soit les chevaux de trait qui tirent les calèches ou les charrues, ou que ça soit le miel que l'on arrache aux abeilles et qui pourtant est le fruit de leur travail. Les antispécistes définissent ça comme une forme d'exploitation, ouais, même vraiment d'esclavage. Donc à partir de cette morale va se développer un nouveau regard sur l'homme qui vient dans un second temps. On a défini la souffrance animale comme immorale et ensuite on va chercher à comprendre au fond pourquoi est-ce que l'animal nous paraît plus digne d'estime qu'il ne l'était jusqu'à présent. Et donc ça c'est ce nouveau stade de la pensée antispéciste qui est un stade plus que moral mais vraiment philosophique qui vise au fond à nous faire reconsidérer l'animal à nouveau frais, que moi j'associe à de la déconstruction. La déconstruction c'est le processus qui vise à mettre un terme à des certitudes que l'on avait autrefois et qui seraient prétendument obsolètes. Ça a existé notamment beaucoup dans la sociologie, et en particulier la sociologie qui étudie la question des pratiques liées au sexe, c'est-à-dire le comportement masculin et le comportement féminin. Je ne parle pas seulement des relations sexuelles, mais tous les comportements qui sont associés au fait d'être un homme ou au fait d'être une femme. Et donc la sociologie, en grande partie, déconstruit ces pratiques en disant, au fond, il n'y a rien de naturel ou il n'y a rien d'inné
dans les comportements sexués, mais tout cela est entièrement construit socialement. Et bien, un petit peu de la même façon qu'on a déconstruit la différence sexuelle et qu'on a en quelque sorte rendu indifférent le fait d'appartenir à un sexe ou à un autre dans l'ordre social, et bien l'antispécisme déconstruit la vision de l'animal en disant au fond le fait d'associer une certaine dignité aux animaux et une certaine dignité supérieure aux humains, c'est le fruit d'un préjugé ou d'une pensée injuste, voire même fascisante en un sens. Et il s'agit de déconstruire notre regard sur l'animal pour enfin le considérer comme notre frère ou comme notre prochain. Et donc cette évolution intellectuelle conduit nécessairement aujourd'hui à une offensive politique, puisque une fois qu'on a dit que l'animal est, si ce n'est notre égal, du moins un de nos frères, et qu'on a des devoirs envers lui, mais qu'il a même des droits à faire respecter, eh bien il n'y a qu'un pas avant de demander aux députés de l'Assemblée nationale de faire interdire toutes les pratiques que l'on juge injustes et discriminatoires à l'égard des animaux, chasse, pêche, élevage. Au fond, toutes les traditions que nous entretenions vis-à-vis des animaux sont désormais dans le viseur d'un certain nombre d'hommes politiques, alimentés en cela par la propagande de beaucoup d'associations animalistes. Donc, les auditeurs auront compris qu'on est bien dans une philosophie tout à fait anglo-saxonne, qui est très à la mode depuis quelques années. On va revenir là-dessus, mais avant, là il y a quelque chose qui, moi, m'interpelle en bon ou mauvais, mâle, blanc, dominateur, sexiste et égorgeur d'enfants. Il y a quelque chose qui me vient tout de suite, c'est que à partir du moment où finalement on juxtapose les vies, où on considère d'un point de vue moral que toute vie se vaut et que finalement un être humain, la vie d'un être humain équivaut à celle d'une vache, on comprend aussi, en tout cas cette philosophie implique que tout est une histoire de vécu, de présent, et non plus de passé ou d'avenir. Autrement dit, cette importance de la vie, comme vous le dites d'ailleurs dans votre livre, à un moment vous dites bien, je trouve que c'est assez bien résumé, à ce titre la sauvegarde de la biodiversité n'est en rien une fin en soi du point de vue des antispécistes, seul compte la quantité de souffrances vécues à tout moment sur Terre, puisque c'est un petit peu une contradiction qu'on pourrait émettre vis-à-vis de la pensée antispéciste, c'est que mais quid par exemple de l'avortement ou des handicapés, puisque à un moment vous le développez également dans l'ouvrage, c'est que mais alors si toute vie s'établit, ou si la valeur de la vie s'établit en fonction du vécu, par exemple un fœtus qui est en potentialité, qui va venir, n'a pas grande valeur. Ce qui explique peut-être, ce qui pourrait expliquer pourquoi les antispécistes arrivent à s'en sortir dès lors on leur parle d'importance de la vie, mais que la question de l'avortement ne se pose pas, ou celle d'un handicapé qui, après tout, ne pouvant se réaliser totalement, ou n'ayant pas autant souffert qu'une vache dans un abattoir, l'importance de sa vie là ne se pose pas. Est-ce que j'ai à peu près saisi ou Il y a plusieurs questions dans votre question. La première chose, c'est effectivement la question de la souffrance au présent. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose de très juste, c'est que l'antispécisme, au fond, sacralise d'une façon qui, pour moi, est démesurée et donc un peu stupide, la question de la souffrance. Il résume la morale à n'être que la recherche de l'évitement de la souffrance, et le bien s'assimile, au fond, au bien-être. Ce qui, là, encore une fois, me dérange un petit peu, parce que je crois que précisément la souffrance n'épuise pas toutes les formes de mal. D'abord, il y a des maux complètement indolores, et d'autre part, il y a des souffrances qui ne sont pas criminelles. Qu'on songe seulement, par exemple, à la souffrance de la femme qui accouche. La mère, à ce moment-là, certes souffre, mais cette souffrance-là est tout entière tournée vers la mise au monde d'un petit être qui représente une bénédiction pour les parents, et je ne crois pas qu'on puisse dire que cette souffrance est immorale en elle-même. Ou même injuste. En fait, c'est la capacité qu'a l'homme d'habiter sa souffrance, et en un sens de lui donner une signification pour lui-même, et qui précisément nous rend humains et pas animaux. Moi, ce qui me gêne dans l'antispécisme, c'est que la souffrance est mise sur le même plan, qu'elle soit humaine ou animale. Alors, je ne crois pas que les humains souffrent comme des animaux. Je pense même que dans l'histoire de l'humanité, les moments les plus troubles que nous avons vécus, les moments où justement on a commis le plus de crimes et qu'on a connu le plus de souffrances, sont en même temps des moments justement d'un grand sursaut humain. Il y a des antispécistes qui s'amusent, vous savez, à faire cette comparaison entre les abattoirs et les camps de la mort nazis. Nous sommes dans la banalité
banalité du mal, comme le théorisait Hannah Arendt. S'il vous plaît, j'aimerais la voir. Nous sommes dans la banalité du mal. Baptiste. Vous êtes hors sol. Bon, Solveig. Allez dans les camps de la mort. Allez dans les camps d'exécution. Personne va aller dans les abattoirs et en acceptant ce qui se passe. S'il vous plaît, 2 minutes. Toutes les fermes enferment. Enfermer est une torture. Personne ne va casser ça. Prenez leur place. Mais là, vous Prenez parlez leur des place. animaux. Allons débattre avec elle. On verra s'il y a encore un débat. Je sais. Nous sommes en situation de choc post-traumatique tous. Solveig, Toute la on résistance. comprend votre combat, mais là, vous... C'est au-delà de notre vie. Vous pensez bien que je me fous du bon ton d'un plateau télé. Nous sommes au-delà depuis Aussi, on s'en longtemps. fout, hein. Est-ce que c'est le monologue Vous levez les mains, c'est contre-productif. Oui, Isabelle, menez le mieux, madame. Interrompons le pire. Interrompons le pire. Reprenons la résistance là où elle s'est achevée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Reprenons le combat des justes. Allons ouvrir Treblinka. C'est bon, s'il vous plaît. ça va le monologue, c'est bon là, stop. Allons ouvrir toutes les fermes. Libérons les milliards de victimes. On peut plus là. Solveig, est-ce qu'on peut avoir l'avis de Baptiste Baptiste, allez-y. Alors Comment osez-vous donner la parole à l'extrême droite? Pour eux, la boucherie serait une forme de crime ou de génocide même comparable à l'extermination du peuple juif par l'Allemagne hitlérienne. Cette comparaison est absolument navrante et même insultante évidemment pour tous ceux qui sont décédés dans les camps de la mort et pour tous leurs descendants aujourd'hui. Mais au-delà de ça, si on prend au sérieux l'idée que la souffrance animale dans les abattoirs puisse être comparée ou ramenée à la souffrance humaine dans les camps nazis, on voit qu'il y a là une contradiction, en tous les cas quelque chose qui justement nous empêche de faire cette comparaison. C'est que l'humain, même quand il est réduit à être traité que comme un animal, et que lorsque l'on a envers lui un comportement que s'assume réellement, que ça s'associe vraiment à un crime contre l'humanité, eh bien l'humain est capable de choses dont l'animal lui ne sera jamais capable. Pardonner à ses bourreaux, être capable d'exprimer artistiquement, esthétiquement ce qu'il a vécu, d'être capable de créer une fraternité, même une camaraderie dans ces moments-là. Précisément tout cela nous montre que au fond l'humain est toujours plus fort que la volonté justement inhumaine d'effacer ce qu'il a en lui d'humain. Et les animaux, eux, ne souffrent pas comme nous. Les animaux ne souffrent pas en donnant du sens, en pardonnant à ceux qui les mettent à mort. Tout cela n'existe pas dans le monde animal, simplement parce que le privilège de pouvoir justement donner une signification, une interprétation qui échappe aux causalités sensibles, bien est réservé à l'humain. C'est nous dire donc qu'au fond, l'humain, c'est certainement une évidence pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, mais ça ne l'est manifestement plus pour tout le monde dans notre société. L'humain n'est pas seulement un animal. L'humain est plus qu'un animal, il est un animal sensible, un animal rationnel, un animal intelligent, un animal politique, un animal social, un animal spirituel. Peu importe au fond la qualification qu'on lui donne, mais on comprend qu'à chaque fois qu'on essaie d'approcher du doigt ce mystère, on définit l'humain comme étant plus qu'un simple animal comme un autre. Alors vous me posez une autre question qui est un petit peu différente sur le rapport de l'antispécisme à l'avortement, l'euthanasie, la question du handicap. Alors voyez-vous, là c'est justement le moment où on rentre dans peut-être ce qu'il y a de plus abject, dans les fondements anthropologiques de l'antispécisme. À partir du moment où vous considérez que la morale c'est simplement une comparaison des différentes fonctions de bien-être et de souffrance des individus, alors vous pouvez comparer au fond la valeur de la vie de chacun. Une vie épanouie, heureuse pour un antispéciste mérite davantage d'être préservée qu'une vie tronquée, qu'une vie amputée. C'est ce qui permet par exemple à Peter Singer de dire que si vraiment il fallait faire des expériences pharmaceutiques sur des personnes, enfin en tous les cas sur des individus vivants, il vaudrait mieux les faire sur des humains handicapés que sur des animaux en bonne santé. Parce que pour lui, la vie qui est diminuée, celle par exemple des personnes en situation de handicap, a moins de valeur que la vie animale, je dirais en pleine possession de ses moyens, qui peut se déployer avec peut-être plus de perfection. C'est là justement je crois, on souligne un désaccord majeur entre l'approche de Peter Singer et celle qui, heureusement encore, est celle que l'on vit dans nos sociétés, mais celle qui en tout cas est la mienne. C'est que je considère qu'on ne peut pas comparer deux vies humaines entre elles, quel que soit leur déploiement, quelle que soit leur potentialité, quel que soit le vécu, leurs conditions. Oui, voilà, c'est ça exactement, quels soient les paramètres de vie justement, et que cette vie soit plus ou moins diminuée ou éphémère,
primaire ou plus jeune aussi. Par exemple, la question se pose avec l'avortement. Peter Singer a défendu quelque part dans un journal l'idée que l'avortement postnatal, ce qui en d'autres termes s'appelle l'infanticide, était légitime dès lors que l'on pouvait dire que la vie de l'enfant qui est tout juste né a moins d'intérêt immédiat que la vie de ses parents qui, eux, ayant déjà plus de relations et plus de vécu, au fond, ont moins intérêt que cet enfant à avoir leur vie pourrie par son arrivée lorsqu'il n'est pas désiré. Bon, je rentre pas du tout dans cette dialectique-là. Je considère que la vie humaine est sacrée, quelle que soit la façon dont elle se manifeste, de par son principe et de par l'attachement de la personne humaine à une communauté qui s'appelle l'humanité et qui nous fait justement accéder à un degré supérieur de réalité que le monde animal. Bon, cette idée est aujourd'hui menacée, essentiellement je crois par l'impossibilité dans laquelle on est de définir vraiment ce qu'est l'être humain. Notre époque aujourd'hui a un mal fou à simplement comprendre exactement ce qu'elle est. L'humanité est en train de se regarder dans un miroir et de se dire mais au fond qu'est-ce qui me prouve que je vaux vraiment mieux que les animaux autour de moi. Et bien, cette question-là est préoccupante au plan philosophique, mais il est urgent qu'on y trouve des réponses car sinon on va vraiment vers des conséquences qui seront désastreuses, c'est-à-dire l'oubli au fond de la spécificité de la vie humaine et la fusion de l'appartenance à l'humanité dans une espèce de grand magma qui réunirait toutes les formes de vie animale. En fait, au fond, l'idée selon laquelle il n'existerait entre l'homme et les autres animaux que des différences de degré, mais pas des différences de nature. Donc, il y a une question qui me vient lorsque vous évoquez tout ça, vis-à-vis du manque de quelque chose qui nous permettrait de définir l'être humain, ou qui permettrait en tout cas à l'être humain ou à l'homme en général d'essayer de se raccrocher à une entité qui sans doute le dépasse. Mais et puisqu'on en a déjà parlé sur nos ondes, on est bien dans ce qu'on appelle la philosophie woke, la culture woke. C'est une des mille et une nuances de la philosophie woke ici. On ne parle pas c'est quoi la philosophie woke de féminisme, etc. Comment est-ce que vous la caractérisez? Si on peut, grosso modo, la philosophie woke, c'est quelque chose qui nous vient des États-Unis, un peu anglo-saxonne comme on l'a dit, qui est à la partie de France. A fait des petits là-bas et nous revient en ce moment avec finalement l'indistinction généralisée au niveau des sexes, l'indistinction généralisée. Alors, c'est peut-être plus précis que ça effectivement. Au niveau le wokisme, c'est un concept un peu fourre-tout. J'ai l'impression aujourd'hui que plus personne ne se dit woke et que finalement on l'utilise pour délégitimer un certain nombre de courants de pensée qu'on voit arriver avec inquiétude dans l'université française ou même dans le monde de l'entreprise. Y a des choses, moi j'ai notamment lu avec intérêt, vous savez, tout le travail qu'a fait Pierre Valentin dans ses notes pour la Fondation Politique sur le wokisme, où il montre très bien les conditions d'émergence psychologique et intellectuelle. Donc le wokisme, c'est en fait au fond la mise en accusation permanente des institutions comme étant toujours coupables de perpétuer un certain nombre de discriminations injustes, etc. Donc il y a effectivement dans l'antispécisme un lien avec le wokisme. Maintenant, moi, vraiment, ce dans quoi je l'inscris, et là pour le coup, on a affaire à un courant d'idées vraiment précis, documenté et qu'on commence à bien connaître, c'est, je l'inscris dans la pensée de la déconstruction, c'est-à-dire le fait de vouloir démonter une à une chacune de nos certitudes, chacun de nos concepts philosophiques, de mettre à bas les frontières qui séparent les entités intellectuelles auxquelles on se réfère. Et donc, pour le dire très simplement, on a déconstruit d'une part, et dans un premier temps, la différence qu'il existe entre le citoyen et l'étranger. Ça, c'est ce qu'a fait le multiculturalisme et ce qu'a fait l'idéologie No Border, la négation des frontières entre les peuples et entre les cultures et entre les civilisations. L'idée qu'au fond, toutes les cultures d'ailleurs se valent et qu'elles peuvent se mélanger et se confondre sans que ça soit dommageable. Bon, c'est une première déconstruction. La seconde déconstruction, c'est l'affaissement, j'en ai parlé un petit peu, de la frontière des sexes. L'idée que le masculin et le féminin ne sont pas si éloignés que ça l'un de l'autre, qu'au fond il y a dans chaque homme une femme qui sommeille et dans chaque femme un peu un homme qui sommeille, et que on peut changer d'identité sexuelle comme on change de chemise le matin. Et moi je vois dans l'antispécisme émerger la contestation d'une troisième grande frontière, d'une troisième grande différence, qui est la différence entre l'humain et l'animal. À ceci près peut-être que là on a affaire vraiment à un discours qui remet en cause des évidences ou des certitudes biologiques. L'antispécisme s'attaque même à l'idée selon laquelle biologiquement les animaux et les humains seraient différents. Au nom d'arguments qui d'ailleurs se tiennent et s'entendent, le fait qu'on a de plus en plus de mal à caractériser la frontière
entre l'être humain et l'animal repose sur des certitudes nouvelles, en tout cas des découvertes qu'on a faites et qui sont absolument fascinantes sur l'intelligence animale, sur les comportements politiques des animaux, sur la façon qu'ils ont donc de nous émerveiller et de nous paraître finalement bien plus intelligents qu'on ne l'aurait cru jusqu'à présent. Par ailleurs, ce que j'observe moi dans ce discours, c'est la volonté de tout réduire à une vision presque biologique justement. C'est-à-dire que puisque du point de vue de l'animalité, l'humain et l'animal sont assez proches. Il y a des grands singes qui ont, je crois, 98% et des poussières de génome en commun avec nous, avec les humains. Et bien, puisque nous sommes si proches que cela du point de vue de la biologie, alors au fond, on réduit la réalité à n'être que biologique. Or précisément, je défends moi l'exceptionnalité humaine au nom d'arguments qui n'ont rien de biologique, au nom du fait que l'humain est la seule forme de vie sur Terre capable d'avoir sa propre histoire et de se la transmettre dans un récit générationnel qui est relaté de père en fils pendant des générations entières. Je défends l'humain au nom de la littérature et avec elle de l'ensemble de toutes les formes d'expression artistique qui justement ont cherché à travers l'univers des phénomènes une question de sens et de signification. Je défends l'humain au nom de la possibilité même qu'il a d'avoir une vie spirituelle propre et de se référer à des entités mythologiques ou divines. Je défends l'humain au nom de la capacité qu'il a par exemple à rentrer aussi dans une forme de générosité qui peut aller jusqu'au sacrifice de soi-même, c'est-à-dire le préférer autrui à soi. Là encore on a affaire à une forme de vie qui est proprement humaine et dont aucun animal jamais ne sera capable, puisque l'humain au fond peut être capable, et on le voit avec l'antispécisme, peut être capable de se nier lui-même. C'est ça qui est fascinant avec l'antispécisme, c'est qu'au fond c'est une pensée humaine et proprement humaine qui s'applique au monde animal et à l'humain, mais dont seul l'humain est capable. Et malgré ça, les antispécistes ne voient pas que précisément c'est peut-être un indice justement de l'exceptionnelle intelligence humaine qui est capable même de se décentrer de soi. Les animaux, eux, sont incapables de se décentrer d'eux-mêmes comme nous le faisons. Et dans cette capacité de projection, il y a un point assez intéressant que vous soulevez aussi. C'est pas nouveau et certains font référence à des auteurs comme Lynn Townsend White qui dans les années 60 avait sorti son article qui est resté fameux, les racines historiques de notre crime idéologique, finalement en accusant les monothéismes d'avoir fait rentrer l'homme dans un monde bien à lui et de l'avoir un peu coupé avec la nature. Est-ce que toute la philosophie antispéciste est une attaque peut-être pas directe, mais une attaque indirecte des monothéismes, notamment la religion chrétienne? Oula. Alors là encore j'entends deux choses dans votre question. Il y a la question du déracinement et de la perte du contact avec le monde sauvage, c'est ça? À la fois le monde sauvage, puisque en lisant Saint Paul par exemple, grosso modo, tu asserviras le monde et l'animal sera la ressource grâce à laquelle tu pourras manger, etc., et te servir allègrement. Et en même temps, n'est-ce pas l'antispécisme aujourd'hui qui est une sorte de réponse ou une attaque contre justement cette idée, cette philosophie et la religion chrétienne notamment, qui consiste à dire la religion chrétienne et les monothéismes en général ont arraisonné la nature à la bonne volonté de l'homme. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a une évolution moderne effectivement qui consiste à déraciner l'humain de la ruralité, du contact avec le monde animal et le monde sauvage, et ça a probablement eu des conséquences. Quand je décris ce phénomène, je me réfère à ce qui s'est passé depuis un siècle et demi, c'est pas un phénomène qui date d'hier, mais le fait de perdre le contact avec le monde sauvage, c'est oublier un peu vite que l'homme n'est pas l'inventeur de la prédation, que d'abord il en a été lui-même la victime, et pas seulement à l'ère des diplodocus. Il y a vraiment jusqu'à il y a quelques siècles l'idée que le monde sauvage est hostile à l'homme, et cette idée-là on est en train de la perdre. On a Disneylandisé la nature et on a oublié qu'on s'est fait bouffer par des animaux. Et donc forcément ça crée les conditions d'un regard infiniment plus sympathique sur l'animal à compter du moment où on n'a plus rien à craindre de lui, ou presque. En France, il reste quoi, peut-être quelques morsures de vipères qui peuvent éventuellement vous valoir des problèmes. Je crois même pas qu'il y ait d'araignées mortelles en France. Mais en tous les cas, ça fait longtemps qu'on ne se fait plus plus dévoré par les loups. Oui, ou par des ours. Bon, alors le loup, il paraît que c'est en train d'affoler un petit peu maintenant les éleveurs dans certaines régions de France, mais c'est encore autre chose. Donc voilà, cette perte de contact avec le monde sauvage crée les conditions d'un changement de regard sur l'animal. D'autre part, quand ce changement de regard a eu lieu, on a fini par s'intéresser à lui sous un autre jour, celui de la curiosité scientifique, voire celui de l'empathie, qui parfois même nous contraint à un regard anthropomorphique, c'est-à-dire qu'on regarde les animaux comme s'ils étaient semblables à nous-mêmes. Quand on
regarde des dessins animés où les femelles animales, que ce soit des lapines ou des je sais pas quoi, ou des chiennes ou des femelles chats ou je ne sais quoi, et qu'elles ont les traits d'humains, c'est-à-dire qu'elles ont des grands yeux écarquillés avec du maquillage, au fond on leur prête un visage humain, on leur prête ensuite évidemment des sentiments humains, des pensées humaines, et en fait on prépare l'idée sur laquelle nous ne sommes pas si différents. Alors les dessins animés pour enfants c'est très bien, c'est un peu naïf, mais vous voyez un truc un peu plus particulier, c'est les documentaires animaliers. On a fini par ne s'intéresser aux animaux que à l'aune de l'empathie, des émotions, etc. Et on prête aujourd'hui un certain nombre d'émotions aux animaux. Je suis pas certain que ce regard soit le plus juste qu'on puisse avoir sur l'animalité. Par ailleurs, alors votre question sur la religion et sur les grands monothéismes en particulier est passionnante parce que c'est un peu autre chose, mais pour le coup, si on lit effectivement la façon dont l'antispécisme se décrit et se définit, on y voit parfois de façon directe des grandes attaques contre effectivement les monothéismes. Quelqu'un comme David Olivier, un autre comme Jean-Baptiste Janssen-Villemer ont effectivement ou Renan Larue ont assez bien assumé le fait que la doctrine antispéciste rentrait de plein fouet dans le lard des discours religieux, notamment celui chrétien qui atteste que l'homme, enfin judéo-chrétien, qui atteste que l'homme étant créé à l'image de Dieu, il reçoit de Dieu une dignité supérieure qui le place à part du monde animal. Bon, cette attaque, à mon avis, est le but recherché d'un certain nombre d'antispécistes qui, au fond, je crois, instrumentalisent la cause animale pour mettre à bas les murs porteurs de la civilisation gréco-latine puis judéo-chrétienne, c'est en un mot la civilisation occidentale. Notre civilisation, contrairement à d'autres, contrairement aux sociétés hindoues par exemple, est fondée sur la suprématie ou du moins la supériorité de l'humain. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut remettre en question dans son déploiement parce qu'au fond, la crise écologique que l'on vit est peut-être la résultante justement d'une insuffisance de prise en compte des intérêts du vivant, de l'animal en particulier, mais pas seulement, du végétal, de tout ce qui nous entoure. Et donc, on aurait probablement des choses à purifier dans notre rapport au monde. Mais pour autant, je ne crois pas que la solution, ce soit de renoncer à notre place centrale au sein du vivant, au sein du cosmos. D'ailleurs, il n'y a pas que le judéo-christianisme qui prône l'idée sur laquelle l'homme est placé au centre du monde. Un certain nombre de discours écologiques ne font pas autre chose quand justement ils demandent à l'homme de prendre ses responsabilités, puisque au fond l'homme est responsable, mais s'il est responsable c'est précisément en tant qu'homme, de prendre ses responsabilités et de certes continuer à régenter la nature, mais de le faire de manière plus durable, c'est-à-dire cette fois-ci de le faire avec en tête l'idée qu'il faut préserver les grands équilibres naturels au sein desquels on s'inscrit pour les générations à venir. C'est là que d'ailleurs je remarque une contradiction assez flagrante entre le discours écologique qui vise à préserver la nature dans ses équilibres, mais donc aussi avec ses injustices, puisque encore une fois la prédation existe au sein de la nature. L'homme n'a pas forcé les lions à manger les gazelles, ils le font de leur plein gré parce que c'est inscrit dans leur phénotype et dans leur façon d'être au monde. Donc il faudrait même empêcher les lions de manger des gazelles. Oui, certains antispécistes vont jusqu'à dire ça, ce qui est cohérent si on considère que la gazelle a le droit de ne pas souffrir, il est du devoir de l'homme de la protéger. Bon, mais vous voyez que là c'est un antispécisme qui au fond fait un peu violence à l'idée de nature, qui veut l'enrégimenter, qui veut la gouverner autrement, alors que l'écologie dit à l'homme respecte la nature pour ce qu'elle est, mais reste à ta place d'homme. Et ça, c'est vraiment la grande différence. Donc là, vous soulevez vraiment une contradiction, enfin une aporie philosophique énorme, qui consiste à dire l'homme est à la fois la main qui détruit et la main qui sauve. Mais à la fin des fins, comment s'en sortir pour un antispéciste? Si justement il est la solution, parce qu'il est woke, en tout cas il est réveillé sur cette question-là, et que il a vu la lumière et qu'il veut sauver de façon tout à fait légitime l'animal, et en même temps c'est également un homme, donc il est à la fois responsable. Pour l'antispécisme, je pense que le rêve absolu, c'est celui d'une société parfaitement démiurgique où l'homme maîtriserait absolument tout, serait capable de renoncer à la consommation de viande parce qu'il a créé les industries techniques qui lui permettent de faire de la viande artificielle, c'est-à-dire produite in vitro en laboratoire. Il serait un homme où il serait à faire la morale, non plus seulement à ses congénères, mais aussi à tous les autres animaux, en disant au méchant lion, tu as été vilain, ce n'est pas bien de manger ta copine la gazelle, fais attention, attends, voilà. Donc en fait c'est l'homme, le monde serait plus qu'une vaste cour de récré où l'homme serait le surveillant général. C'est vraiment une prise en main totale et complète de la nature par l'homme. Et je dis de la nature entre guillemets parce que les antispécistes d'ailleurs contestent l'idée même selon laquelle la nature existe. Pour eux il n'y a pas de nature parce que
pour eux, la nature, c'est une invention humaine pour justifier ses propres crimes, vous voyez. Donc on est dans la déconstruction la plus absolue. Est-ce que durant votre enquête pour écrire votre livre, on pourrait noter que l'antispécisme est une démarche, une philosophie qui s'adresse principalement à des urbains qui ont envie de mettre un supplément d'âme dans leur assiette, quoi? Alors là, vous avez raison, c'est qu'il y a effectivement une sociologie de l'antispécisme assez particulière. Moi, ce que je vois, alors il est difficile d'approcher parce que l'antispécisme est encore un peu diffus, mais par exemple, le parti animaliste, donc, qui a présenté des candidats aux dernières élections européennes, recevait essentiellement un vote de périurbains, de personnes qui vivaient pas tout à fait dans le ville, mais en même temps pas du tout dans la campagne, c'est-à-dire des gens qui sont un peu déracinés et qui essaient de rechercher de nouveau une forme d'authenticité dans leur rapport à l'animal. C'est intéressant. Les urbains, il y en a probablement qui d'ailleurs s'en fichent un petit peu et pour qui ces questions passent à côté. Là où vous avez en tout cas vraiment raison, c'est que effectivement c'est une nouvelle pratique culturelle qui concerne vraiment la recherche de sens, c'est-à-dire que les antispécistes se rassurent en se disant au fond je suis une bonne personne parce que je m'intéresse aux droits des animaux. Je crois plus noble de se préoccuper des intérêts de ses congénères, les humains, de lutter contre la pauvreté, l'exclusion, la misère ou les discriminations en tout genre qui fragmentent la société humaine, et que bien sûr on peut avoir un regard sur l'animal et qu'on doit prendre en compte son bien-être, mais en faire l'alpha et l'oméga de toute cause politique, ça me semble un petit peu réducteur. Vous savez, Proust le disait et Coluche en a fait une blague, quand on veut pas avoir d'enfant on a un chien. Aujourd'hui je crois qu'il y a un nombre grandissant et assez désespérant de personnes dans notre société qui sont plus proches de leurs chiens que de leurs amis ou de leur famille. Il y avait cette histoire du vétéran britannique qui devait évacuer tout son asile de chiens et de chats qu'il avait construit à Kaboul au moment de l'invasion de l'Afghanistan par les talibans. Eh bien il a préféré, il a emporté avec lui effectivement tous ces animaux, mais pas un seul des employés de son asile pour animaux de compagnie. Et donc il a laissé ses proches humains au profit de ses proches canins et félins au moment d'évacuer la ville. Ça peut en dire long sur la façon dont on déconsidère la vie humaine au profit de la vie animale dans certaines situations. Dans cette façon de mettre un petit peu de côté la question sociale, comme vous l'avez dit, au profit de la question animale, il y a un passage qui m'a un peu amusé dans votre livre, puisque vous parliez tout à l'heure de Peter Singer, donc l'un des apôtres de cette pensée. En 2025, le marché de la viande artificielle pèsera 7,5 milliards d'euros. Dans les années qui suivront, sa croissance sera certainement exponentielle. La chercheuse à l'INRA, Jocelyne Porcher, a montré l'accointance entre les antispécistes et la fine fleur du capitalisme industriel, qui se frottent déjà les mains devant les bénéfices juteux que ne manquera pas d'opérer cette révolution de nos modes de vie provoquée par le basculement dans un monde entièrement vegan. Et c'est là où c'est le plus drôle, à mon avis, c'est qu'au nom de la Tech for Good, l'idée d'une convergence entre les idéologies progressistes et l'intérêt du marché, la technoscience sera certainement la grande gagnante de ces progrès. Et vous dites à un moment que Peter Singer, d'ailleurs, au nom de l'antispécisme, a apporté son soutien à McDo. Voilà. Puisque finalement, le McDonald's, au même titre que la halalisation d'une part, peut aussi devenir vegan. Puisque l'important, c'est un peu comme le greenwashing, c'est-à-dire que qu'importe la devanture qu'on y met, l'important c'est d'y mettre la moraline qu'il y a derrière. Ce que je vois effectivement, c'est que la tech for good, c'est un concept qui est né dans les grandes zones industrielles et commerciales américaines. C'est l'idée selon laquelle effectivement le progrès moral n'est possible que grâce au progrès technologique et à la recherche et à l'innovation. Il y a quelque chose qui me gêne fondamentalement, au-delà de l'aspect gros sous, c'est-à-dire au-delà du fait que ce sont des grosses boîtes avec des intérêts immenses, des choses un peu opaques, qu'on ne connaît pas très bien, ce qui se passe dans la Silicon Valley, parfois ça nous fait un peu peur parce que c'est loin de nous et qu'on se dit c'est des gens puissants qui tiennent entre leurs mains le vaste échiquier mondial. Au-delà de ce fantasme ou de cette peur un peu inconsciente, moi il y a vraiment une chose qui me gêne précisément dans l'idée même qui est derrière, c'est que je ne considère pas que pour bien agir, pour agir moralement, il faut avoir fait avancer le progrès et la recherche scientifique. Sinon, ce serait dire qu'au fond, la morale, la bonne morale, l'action juste n'est pas à la portée de chaque homme. Et je ne crois pas du tout dans cela. Je crois au contraire que n'importe qui peut être juste à la seule condition qu'il le veuille. Et je pense que le progrès
qui est souhaitable en soi. Le progrès améliore évidemment la façon de vivre, le bien-être des populations humaines. Il nous permet aussi de résoudre un certain nombre de situations de crise face auxquelles nous sommes confrontés. Je pense qu'on ne se sortira pas de la crise climatique, par exemple, sans progrès notoire dans le domaine du renouvelable, dans le domaine du recyclage d'un certain nombre de matériaux, etc., etc. Bon, le progrès est une bonne chose, mais je ne pense pas que le progrès peut être considéré en termes moraux. L'homme de demain, à mon avis, ne sera pas meilleur que celui d'aujourd'hui, de même que l'homme d'aujourd'hui est probablement pas meilleur que l'homme d'hier. Le progrès moral, d'abord il est personnel et individuel, il n'y a pas de progrès moral à l'échelle d'une civilisation, même s'il y a des formes de société plus justes que d'autres, et que par exemple on peut considérer comme un progrès collectif le fait d'avoir aboli l'esclavage, ou d'avoir donné le droit de vote aux femmes, etc. Ce sont des progrès collectifs, mais individuellement la morale progresse à la seule force de notre volonté, c'est-à-dire l'envie de faire le bien, et pas grâce à la tech, pas grâce à la recherche. Donc c'est là qu'il y a quelque chose qui me gêne. Les antispécistes sont nécessairement tous véganes, hein. Vous savez que le véganisme, ça ne définit pas la pensée ou la morale, mais vraiment la pratique, c'est-à-dire le fait de s'abstenir de consommer de la viande ou d'autres produits d'origine animale. Le véganisme n'est possible concrètement que depuis quelques dizaines d'années. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les personnes qui faisaient le choix d'un régime entièrement vegan étaient carencées en vitamine B12, une vitamine de synthèse qu'on ne sait produire que depuis quelques décennies, et qui permet d'avoir un mode de vie vegan sans ressentir des manques dans son alimentation, parce que la protéine B12 n'existe que dans la viande ou les œufs. On ne la trouve pas dans une alimentation exclusivement végétarienne. Donc vous voyez bien que si on a besoin de cette connaissance scientifique-là pour rendre le véganisme possible, eh bien on est dans, à mon avis, quelque chose d'un peu gênant, c'est-à-dire dans la recherche d'une morale appuyée sur l'innovation technologique, ce qui me semble encore une fois dangereux et si ce n'est même désespérant en fait. Bien, Monsieur Sugy, ce sera ma dernière question, puisqu'on l'a dit au début de notre entretien, l'antispécisme est un sujet qui va revenir, c'est un sujet d'avenir. D'après vous, est-ce que c'est une idée, une philosophie, une façon de voir les choses qui aura une importance certaine, notamment dans le débat présidentiel qui aura bientôt lieu. On voit que certains membres de LV, Europe Écologie Les Verts, est déjà très en pointe sur ce genre de questions. Pas tous, bien sûr, mais en tout cas certains d'entre eux. Donc c'est une philosophie qui a de l'avenir. Alors oui, ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus apparaître dans le débat politique. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit le sujet majeur de la présidentielle, mais parce que les antispécistes sont beaucoup plus malins que ça. Ils savent que si demain, ils vont demander à l'ensemble de la société française de se prononcer pour ou contre l'élevage, ils vont perdre la bataille. Parce que les Français ne sont pas prêts aujourd'hui à renoncer à leurs pratiques, c'est-à-dire le fait de manger de la viande, le fait d'aller au spectacle et de voir des animaux de cirque, le fait de chasser ou de manger la viande qui a été chassée, etc. Donc ils savent que leur combat aujourd'hui est soutenu par une petite minorité. Dans ces conditions-là, le plus intelligent que vous avez à faire, c'est deux choses. D'une part, c'est travailler l'opinion publique au corps. C'est ce qu'ils font avec l'antenne L214 qui va filmer de façon clandestine et illégale dans les abattoirs pour faire quelques images chocs et ensuite faire croire que c'est la réalité partout, ce qui est évidemment un mensonge, une manipulation immense. Ils vont filmer les images dans les pires abattoirs qu'on peut envisager et ensuite ils veulent lutter contre l'élevage en général ou les abattoirs en général, ce qui est vraiment très malhonnête. Bon, donc d'une part travailler au corps l'opinion grâce à l'image qui est aussi le support d'une émotionnalité qui derrière ne permet pas forcément toujours d'envisager ces débats-là avec beaucoup de raison. Quand on est dans l'image, on est dans la réaction à chaud, on est dans l'empathie tout de suite, mais ça ne nous permet pas de penser raisonnablement qu'est-ce qui peut justifier ou au contraire injustifier la pratique d'élevage, le fait de considérer les animaux comme nos inférieurs. D'autre part, politiquement, ils vont choisir des petits sujets. Quand je dis des petits sujets, c'est des sujets sur lesquels au fond ils peuvent dégager un consensus parce que ce sont des pratiques minoritaires qui concernent très peu de gens. Ça peut être la corrida, ça a été dans la loi qui a été votée l'an dernier, les spectacles d'animaux sauvages ou les spectacles de dauphins dans un certain nombre d'établissements en France, delphinarium. Ça sera la chasse à courroux, la chasse à la glu, voilà, des pratiques qui sont controversées parce que déjà elles choquent, parce qu'elles sont souvent sanguinolentes ou exagérément violentes à l'égard des animaux et que donc il est finalement assez facile d'emporter l'adhésion du plus grand nombre là-dessus.
Et en fait, ils vont se servir de ces combats-là pour petit à petit répandre dans l'esprit des gens l'idée que, au fond, ce n'est pas telle ou telle chasse ou telle instrumentalisation de l'animal qui est injuste, c'est le fait même de chasser ou d'utiliser l'animal dans son propre intérêt qui serait injuste. Donc ça va être un combat qui va se faire par petits pas. On n'est pas à l'abri demain qu'un certain nombre d'élus écologistes arrivent au Parlement et veuillent porter cette cause-là. Mais vous voyez, ils vont toujours y aller par étapes. Et au fond, vous ne le verrez pas venir. Donc c'est pour ça que moi je me méfie de cette ruse politique et que j'essaye d'attirer l'attention sur la pensée qu'il y a derrière en disant ne nous intéressons pas seulement à l'agenda politique parce que pour l'instant il est prudent, mais intéressons-nous aux idées car au fond tout est déjà écrit. Nous savons que ces gens-là ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas aboli toute forme d'exploitation de l'animal par l'homme. Ce projet est écrit noir sur blanc dans leurs textes doctrinaux et on sait exactement où est-ce qu'ils veulent y aller. Et là vous avez raison de dire que c'est un sujet qui va continuer à monter. Je crois que nos contemporains sont très portés sur cette question-là. On le voit même journalistiquement. Moi je travaille au Figaro, quand on fait des sujets qui ont trait au monde animal, souvent c'est beaucoup lu parce que ça intéresse les gens et que ça les prend à leur sensibilité. Mais on n'a pas fini d'en entendre parler. Je crois vraiment qu'on est qu'au début de cette cause-là et que si on ne prend pas suffisamment au sérieux les risques de dérive idéologique qui sont liés à la cause animale, alors on va finir par se faire manger par une idéologie nouvelle qui va au fond nous conduire à une véritable révolution qui à mon avis n'a rien de profitable pour l'homme. Et puisqu'on parlait d'animaux, que nos auditeurs aient bien à l'esprit la métaphore de la grenouille dans la casserole dont la température augmente petit à petit et puis bon, elle ne s'en rend pas compte et elle finit par mourir. C'est exactement ce processus-là. On conclura sur vos mots. Vous dites dans votre livre « Déconstruire, c'est préférer le chaos à l'équilibre, car seul le chaos est vraiment pur de toutes nos constructions mentales, étant admis que celles-ci ne sont que des souillures. » Monsieur Sugy, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un sujet passionnant et j'encourage tous ceux qui nous ont écoutés à se renseigner, à lire pas seulement mon livre, mais à lire vraiment tous les textes qui sont un peu les fondations intellectuelles de l'antispécisme. Et ils jugeront par eux-mêmes de l'aspect révolutionnaire de cette idée. Et puis, bien sûr, il s'agira maintenant de rentrer dans cette bataille d'idées résolument, parce que sinon, effectivement, on va se laisser avoir. Donc je rappelle, L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes, c'est aux éditions Taillandier par Paul Sugy. Ça vaut vraiment le détour et je pense que c'est une très bonne introduction justement pour ce sujet. Et, chers auditeurs, si ça vous a plu, n'hésitez pas, vous mettez le pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous connaissez la musique, la vie commence toujours demain, et haut les cœurs.